Ça y est Ouais, c'est bon, ça roule. Puisque le jour de l'ascension, alors parlez-nous, c'est comme ça pour commencer rapidement. C'est quoi l'ascension alors Qu'est-ce que C'est ça la représente montée pour au vous? ciel du Christ. Oui. Ah, c'est ça. Je compte pour vous, c'est important. On a l'impression que parfois c'est ce moment-là qui est déterminant pour les catholiques. C'est important parce que c'est ce qui a permis ensuite la descente quand il y aura la Pentecôte, la descente de l'Esprit, puisque les deux personnes ne peuvent pas être à l'extérieur en même temps. Il faut qu'une remonte pour que l'autre descende. Donc, Enfin, vous savez quand même que ces dates, on les retrouve dans le judaïsme. oui, c'est quand même curieux. Parce qu'en fin de compte, la Pentecôte, c'est ce qu'on appelle en hébreu Shavuot. Shavuot. Les semaines. Parce que Shavuot, ça veut dire la semaine. Et donc 7 semaines, ça fait 49 jours. Ouais. Et Pentecôte, ça veut dire 50. Ouais, c'est ça. Donc c'est calqué sur quand même le... Mais là, c'est l'ascension. Oui, mais d'accord. Bon. Mais ce n'était pas tellement le sujet que je voulais aborder pour l'instant. Je voulais vous demander, puisqu'on parlait tout à l'heure de Valentin, justement, est-ce qu'à votre avis, quand les gens parlent, ils racontent ce qu'ils ont appris ou ils racontent ce qu'ils ont viscéralement, si vous voulez, en quelque sorte? Est-ce qu'il y a un savoir viscéral qui ne dépend pas de la culture ou de l'éducation et qui est finalement très important, c'est-à-dire que finalement, les gens, ils ont leurs opinions, ils ont une façon de voir les choses qui n'est pas forcément dictée par le milieu. Est-ce que vous croyez que c'est toujours l'influence du milieu, de l'éducation, de la formation, ou est-ce que ça peut être quelque chose de plus profond et de plus inné en quelque sorte? Sur les sujets, c'est ce qu'on a appris quelque part, à un moment, oui. de différentes manières, plus ou moins conventionnelles ou pas, mais on a appris des choses. Et quelquefois, dans la controverse, là on utilise les raisonnements, on utilise, voilà, et là on met les gens en contradiction, ou si on est mis en contradiction, on essaie de sortir la contradiction, voilà. Mais sinon, bien souvent, là, quand on parle de choses religieuses ou philosophiques, c'est souvent ce qu'on a appris, Oui. Souvent ce qu'on a appris à travers les émissions de télé, à travers les livres, à travers les discussions. Alors moi, je soutiens la thèse inverse, moi, ce qui me concerne. C'est-à-dire, ça nous renvoie au débat sur la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Oui, ça c'est pour ceux qui ont reçu la science infuse. Ça. Non, mais l'Ancienne Alliance, c'est justement ce que vous dites. C'est-à-dire, on apprend des choses, on reçoit des choses. La Nouvelle Alliance, c'est des choses qu'on a en nous-mêmes. Oui, c'est la Nouvelle Alliance albronienne, c'est ça. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, si vous voulez, aussi. Qui est d'ailleurs le prolongement de l'Alliance jérémienne. Voilà. Mais cela dit, par exemple, il y a ce qu'on appelle les archétypes, par exemple. Il y a comme dirait Jung, il y a des choses comme ça, des structures mentales. Et moi, ma thèse, au contraire, c'est le problème de la théorie du genre, par exemple. La théorie du genre, elle va exactement dans votre sens. On dit, finalement, les femmes, elles pensent comme ça parce qu'on leur a mis ça dans la tête, ou parce qu'on leur a imposé un modèle, et pas parce qu'elles sont comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Peut-être que vous pouvez corriger votre tir, là. Vous pensez que les femmes, elles font tout ce qu'elles font, c'est dû à leur éducation, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'inné? Ce que je viens de dire, c'est valable pour tout le monde. Ah non, mais je de l'acquis, oui, toi. Non, mais je vous dis ça parce que peut-être que vous auriez, d'un coup, dans la discussion, vous pouvez vous apercevoir que vous avez dit une connerie et que vous pouvez corriger le tir. Les femmes, c'est la partie féminine de l'être humain. Donc ils participent même si l'homme a la partie, on va dire, de direction et la femme de conseil, parce que c'est un peu comme entre l'âme et le corps. Il y a une relation, et tous les deux peuvent avoir accès. Fonctionnent de la même manière au niveau intellectuel et au niveau. Attends, je comprends pas très bien, mon cher. Mais ils fonctionnent tous les deux, ils peuvent avoir accès à la connaissance. Je comprends pas très bien. D'un côté, vous reconnaissez qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? Oui, il y a des différences, bien sûr. Donc ces différences, elles se manifestent, les différences innées, elles seraient de quelle nature? Comment elles se manifesteraient? Ça, c'est au niveau du genre, oui, il y a des différences. Non, mais je parle sur le plan mental, sur le plan psychologique, comportemental. Il y a des différences. Alors, mais au niveau purement intellectuel, les femmes et les hommes peuvent avoir accès selon leurs capacités. Non, mais attendez, tout l'instant, attendez, on n'est pas en train de distinguer le psychologique et l'intellectuel. D'ailleurs, comme on a dit, c'est difficile à les distinguer. Tout à l'heure, vous disiez, alors vous dites, sur le plan intellectuel, c'est le milieu, et sur le plan psychologique, c'est inné, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? On essaie de comprendre votre point de vue.
ce qui n'est pas d'une clarté absolue, voyez-vous. Ouais, non, mais l'inné, il y a l'inné. Alors oui, l'inné, il se manifeste sur quel plan? Sur le plan de la psychologie, pour remplir votre expression, et alors que tout ce qui serait de l'ordre de l'intellect, de la façon... Non, il doit y avoir, ça doit participer aux deux. Ah bon, bah alors voilà. Ouais, ça participe aux deux. Ah bon, bah alors donc, vous corrigez il votre doit y tir. avoir, il doit y avoir de l'inné et de Ah bon, l'acquis bah alors. dans les deux. Hein, c'est Bon, sûr. bah alors donc, Bien sûr. on n'avance pas là, finalement, on tourne en rond là. Non, on peut pas. Ouais, c'est l'inné et de l'acquis. Bon, bah d'accord, bon. Mais après, il faut séparer ce qui est de l'inné et ce qui est de l'acquis. Mais apparemment, d'après Platon, il y a une réminiscence. Appelé Platon en renfort. Non, mais les doctrines platoniciennes allez-y. et de Plotin, là, enfin, Réminiscence, Platon, oui. réminiscence. Donc là, c'est que notre âme, elle a connu, elle a oui. contemplé les fixes, les idées, et ensuite elle s'en ressouvient maintenant. oui. D'après d'autres, Oui. d'après d'autres, notre intelligence c'est une table rase, Oui. et elle doit apprendre. Quand on est tout petit, on ne sait même pas, les distances, on doit apprendre à goûter les Oui. choses, tout ça, et petit à petit tout ça c'est l'acquis qu'on a acquis. Oui. Donc il y a plusieurs théories, mais Oui. moi je suis pas contre un mix des deux. Peut-être Oui. qu'il y a un peu du, Oui. il y a de l'acquis et de l'inné. Oui. Bah, de toute façon, Mais j'aime bien Platon quand même, et Plotin. de toute façon, personne ne conteste qu'il n'y ait pas l'acquis et l'inné. Le problème, il est évident, par exemple, que même si on admet qu'il y a des choses qui sont innées, ça va également être complété par le milieu. Ou ça peut être bloqué aussi par le milieu. Ça peut être Mais bloqué néanmoins, par- j'ai l'impression que le problème, c'est que pour vous, l'inné, bon, l'acquis, c'est clair, mais on ne voit pas très bien dans votre tête où passe la frontière entre l'inné et l'acquis. Par exemple, est-ce qu'une façon, par exemple, de se comporter, bon, pour revenir à l'exemple, par exemple, le fait d'attacher beaucoup d'importance à ce qui est écrit, à ce qui a été dit, hein, par exemple, bon, c'est-à-dire, voilà, ça a été dit, ça a été écrit, à ce qu'on appelle aussi le visuel, par opposition à ce qui a été entendu, enfin, bon, tout ça, ces comportements-là, ils sont acquis ou ils sont innés? L'importance qu'on accorde à ce que les gens disent. Par exemple, pour reprendre la dialectique de l'esclave et du maître, est-ce qu'il y a des gens qui sont des maîtres de façon innée, ou des esclaves, ou des serviteurs de Oui, façon... ça c'est des grandes tendances innées, je pense. Ouais. Après, prennent Oui. plus ou moins d'importance selon comment on vit, parce que certains peuvent changer un peu leur tendance, les modifier, parce qu'ils vivent dans Oui. un climat plus ou moins doux ou dur. Mm. Ils se développent un caractère plus fort, parce qu'il y en a certains qui sont faits pour commander, mais s'ils sont élevés d'une manière trop docile, ils n'arrivent pas trop à commander. Et puis d'autres. Ça va à qui l'encontre sont- de leur disposition naturelle. Voilà, il y a et de leur habitus. On dit ça, ouais. Et donc d'autres, c'est l'inverse. Je connaissais un ami, lui, il avait un très haut niveau intellectuel. Il avait bac plus, je sais plus combien là. Quand il a fait l'armée, il a fait le peso là pour être aspirant. Mm. Mais apparemment, le commandement, il n'était pas trop apte au commandement. Eh oui. Alors, ils lui ont mis un autre, lui, il faisait les parties intellectuelles techniques, et puis la partie commandement, il avait quelqu'un qui venait, Oui. une béquille qui venait le secours. Oui. Parce qu'il faut avoir de la poigne sur certains. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la fameuse formule chasser le naturel, il revient au galop? Et le naturel, c'est le chaos, non, je plaisante. Et donc, oui, il revient au galop. Si on veut modifier sa façon d'être, ça revient plus fort. Ouais. Par exemple, si on veut jouer, si on veut essayer de jouer les personnes raffinées, distinguées, alors qu'on n'est pas, on va faire des efforts, mais à un moment, ça va sortir d'une manière flagrante, parce qu'on ne peut pas toujours être en position de maintenir, faire illusion. Tandis que si on a été vraiment bien éduqué, on est on sera toujours plus ou moins. Puis alors, il y a un autre problème qui se profile dans la discussion, c'est que lorsqu'on passe d'une culture à une autre, Ouais, c'est vraiment, l'immigration, est-ce qu'on peut complètement s'imprégner d'une nouvelle culture, ou est-ce qu'on reste marqué par la culture d'origine, qui est un inné, mais une culture innée, mais qui n'est pas vraiment innée? moi, je suis de la culture française, je suis toujours été dans mon pays d'origine. Donc je peux pas trop. Mais en principe, de ce que je vois de ceux qui sont venus dans mon pays, je pense qu'il reste quelque chose, même s'ils sont nés ici, il reste quelque chose d'inné de leur culture. Même à travers les parents déjà, parce que les parents ils vont leur les instruire dans leur langue et tout, enfin plus ou moins quand même un peu, à moins qu'ils soient complètement coupés, adoptés par exemple un Indien là, qui est adopté par des Français de souche et puis qui n'a jamais vu l'Inde, il a été élevé dans la Beauce. Bon, peut-être que. Mais il y aura quand même peut-être des choses qui vont ressortir de ça. Ce qui va ressortir, notamment. De son substrat racial, qui est psychologique. Non, mais il n'y a pas que ça. Ce qui va ressortir, c'est qu'il va être forcément en contact
avec des gens comme lui. Ah voilà, en plus. Mais là, imaginons qu'on Donc, est finalement, si vous on est êtes- en 1860, il n'y a pas d'immigration, et puis lui, pour une raison XY, ses parents ont fait naufrage, le, le, vers moi, le bateau a fait naufrage et il a été récupéré par des gens complètement Oui. autres. Donc là, il n'a rien à voir. Même, ils ne savent même pas que. Ils voient sa race, mais ils ne savent même pas d'où elle vient, qui c'est ce gars-là, ses parents ils viennent d'où. Donc là, il l'élève, voilà. Et donc là, bien sûr, il n'a aucun contact avec d'autres comme lui. Mais il va quand même avoir les stigmates de son origine. Mais il va apprendre quand même beaucoup plus de la culture où il est, parce que tout petit, il Non, aura mais été je faisais l'objection, moi, je disais, bon, prenons pas des cas extrêmes, mais quelqu'un qui arrive à Paris, par exemple, il va forcément trouver des gens qui lui Ah bah ressemblent. ouais, maintenant, c'est même, Hein? c'est Donc, plutôt, même c'est si plutôt les nouvelle- autochtones qui vont plus retrouver des gens comme eux. Oui. Ils vont devoir ça. Non, parce que Oui. l'intégration maintenant, c'est l'intégration des blancs vers la diversité. Par exemple, vous avez une émission où vous voyez des femmes dans Barbès là, et leur demandent c'est quoi pour vous l'intégration, et ils font on s'imprègne des cultures musulmanes et on fait en sorte de pas gêner. Tout ça. Donc c'est les autochtones qui Oui. donc on est quand même allé très loin. Hein, ça. Oui. Je note ça quand même. Oui, mais même dans les écoles, parce que moi, dans mon quartier, il y a beaucoup d'écoles. Il y a des écoles où il y a presque que des noirs. Donc, finalement, Il y a beaucoup parce que apparemment l'immigration qu'ils veulent faire venir, c'est beaucoup de gens noirs africains. oui, mais finalement, il y a des écoles où ils se retrouvent presque entre eux. Oui, s'ils sont plus. Si les s'ils blancs, sont ben, les blancs, aussi ils vont nombreux, apprendre ailleurs. Ils vont apprendre ailleurs. Oui, mais c'est sûr que s'ils sont. Ils Mais sont très enfin, nombreux, bon, voilà. bon, Ils ça- se retrouvent à être de la Oui. même communauté. Non, mais je veux dire par là que donc même si quelqu'un est isolé au départ, il va forcément dire ah tiens il y a des gens qui sont comme moi. Ouais, parce que s'il je vais- arrive en et France. donc à ce moment-là il va s'imprégner. S'il arrive en France, dans la France actuelle, mais ça n'a pas toujours été comme ça au début, parce que l'immigration telle qu'elle est là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Des gens comme ça qui partent par vagues successives d'un pays à un autre, ça s'est jamais vu. Non, mais Pas en France, mais parce que la non, France. il y a eu les invasions Non, mais germaniques. la France, les invasions germaniques vers le sud, mais c'est quand même Non, des mais, cousins. Les non, autres. mais c'est aux des- États-Unis, ça c'est. Oui, mais c'était des Européens, c'est des Européens la plupart. Oui, d'accord, mais enfin les Hollandais, Irlandais se Allemands. retrouvaient entre eux, les Italiens. Voilà, après ils se entre eux, retrouvent entre eux, mais c'est tous des Européens. Voilà. Mais Oui. ils se retrouvaient entre eux, oui. Bah, Sauf, même- sauf qu'aux États-Unis, il y a quand même aussi les Noirs. Oui, qui se retrouvent. Mais moi, quand je suis allé aux États-Unis, c'est vrai que les familles, il y avait des familles. Ma tante, elle est d'origine française, donc elle est mariée avec un Américain, mais non, ils sont décédés, tout ça. Mais bon, ses amis qu'elle avait, elle avait des amis hollandaises, il y avait des Irlandais, il y avait des Italiens, et ils se voyaient entre eux parce qu'ils travaillaient ensemble dans les mêmes trucs quand ils travaillaient, parce qu'ils étaient à la retraite, mais en fait, ils étaient quand même chacun dans leur communauté. Hein. Bon, alors, là, on est en train de se répéter un petit peu sans temps. Donc, je reviens au cas de Valentin, parce que l'autre m'a dit qu'est-ce qui vous intéresse chez Valentin tout à l'heure. Alors, effectivement, lui, il a un mode de fonctionnement mental qui, à mon avis, n'est pas culturel. C'est inné. C'est une structure et il n'est pas tout seul comme ça, hein, loin de là. L'inné, c'est jamais. Les gens, c'est pas un cas unique. Il est peut-être plus caricatural que les autres, mais je veux dire que quand il dit par exemple, on voit bien que lui, il y a des gens au-dessus, voyez-vous, il y a quelque chose au-dessus. Et alors lui, il se met en dessous, lui il se met en dessous. Oui, parce que lui, il vous fait référence à la doctrine catholique. Doctrine catholique, et comme il le met dans son site, hier, on a vu dans son site anti-maçon, anti-lumière, anti-ceci, il a anti au moins une dizaine de choses, homosexuel, enfin anti-féministe, et donc lui, il fait référence, peut-être un peu mal compris les choses, je ne sais pas s'il les a compris complètement comme moi je les entends, ou comme quelqu'un plus intelligent que nous, plus formé les entendrait, mais c'est vrai que dans l'ancienne connaissance catholique, le dogme, il s'impose aux croyants. Lui, il est catholique, normalement, le dogme, il s'impose, et c'est dans ce sens où il dit on ne peut pas remettre en cause le dogme, comme les musulmans ne remettent pas en cause le Coran. Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. C'est ça, oui, mais je ne pense pas que tous les catholiques fonctionnent comme lui. Ah, parce que les catholiques traditionnalistes, oui. Non, non, je pense que. C'est les catholiques progressistes, non. Mais parce que maintenant, depuis Vatican II, ça fait déjà plus de 40 ans, il y a des catholiques progressistes qui, eux, sont un peu comme des républicains, hein, parce qu'ils ont adopté complètement la doctrine républicaine, puisqu'ils sont passés à Vatican II. Vatican II, c'est la révolution des Lumières dans l'Église. Donc c'est ça le truc. Mais pour quelqu'un qui reste favorable à la doctrine catholique
traditionnelle, lui, en plus, lui, la comprend peut-être d'une manière rigide et puis vous d'une manière. Non, mais quand voilà. il parle pas, on parle pas que de catholicisme. Quand il dit par exemple, d'ailleurs, Oui, mais il transpose tout ça. il répète, il dit transpose ça à d'autres choses. le général, on discute pas ce qu'il dit, la maîtresse d'école ne dit pas ce qu'il dit, le père ne dit Voilà, pas ce parce qu'il que dit. ça c'est pour vous donner des exemples dans ce sens, parce que en fait vous, il vous remet en cause parce que vous remettez, enfin vous analysez la Bible d'une manière libre penseur. Vous êtes vous avez une approche de la Bible, on peut être libre penseur. Même le judaïsme orthodoxe, s'il était là, le rabbin orthodoxe, il vous dirait, il serait pas d'accord avec vous. Vous avez des preuves des rabbins. D'accord. Voilà, et ben lui c'est pour ça qu'il vous dit ça. Lui, il remet en cause votre libre pensée. C'est pour ça qu'il dit ça. C'est tout. Hein. Non, mais enfin, je vous signale que enfin, justement, c'est le cœur du débat. Moi, je considère que il y a certaines personnes qui ont un mode de fonction, quelle que soit la culture dans laquelle on est, on n'a pas forcément le même comportement. Hein. Donc, et les femmes n'auront pas le même comportement par rapport au savoir, à la tradition. Et d'où ça explique que, ça ne pourrait pas faire à tout le monde, mais ça explique qu'effectivement, la capacité à créer, à renouveler un savoir, justement à ce propos-là, j'aimerais bien quel vous pensez, par exemple, ça va illustrer notre propos. Vous avez vu l'histoire de Trump avec l'Iran, vous avez suivi? Oui, il y a plusieurs choses. Oui, enfin, il a remis en cause Voilà. l'accord. Bon. Alors, à votre avis, comment vous analysez, parce que c'est le comportement de Trump, la psychologie de Trump? Qu'est-ce que ça veut dire voilà, il y a eu un accord, mais on le remet en question? Déjà, il a tenu une promesse de campagne, puisqu'il avait dit qu'il ferait ça. Et il fait ce qu'il dit. Non, mais d'accord, mais il n'empêche que ensuite, il a toujours dit que cet accord donnait des avantages à l'Iran et leur permettait de construire une bombe atomique. Parce qu'ils disent, eux, les Israéliens ont sorti des choses un peu erronées d'ailleurs, ils ont magouillé un petit peu, il y a du vrai et du faux, mais c'est tout dans ce qu'ils ont dit pour soutenir Trump en plus, pour lui donner de l'eau au moulin. Mais déjà, depuis le début, il dit bien qu'il ne veut pas qu'on donne de l'argent à l'Iran, il ne veut pas que l'Iran puisse développer l'arme nucléaire. Et en plus de ça, je pense qu'Obama, ils avaient fait cet accord pour calmer l'Iran avant de mettre en cause la Syrie, parce qu'ils voulaient faire tomber Bachar el-Assad, mais Bachar el-Assad, ils n'ont pas réussi. Donc maintenant cet accord, il n'a plus trop d'intérêt, et maintenant ils savent que l'Iran a envoyé l'El-Quds, toutes les forces pour combattre, aider Bachar el-Assad. Donc maintenant ils veulent le punir, et ils veulent surtout maintenant qu'il ne développe plus de missiles à longue portée, parce que dans cette remise en cause, ils veulent surtout interdire qu'il développe les missiles à longue portée là. Et c'est ça le truc. C'est pour ça qu'ils remettent tout ça en cause. Non, mais c'est pas sur ce point que je veux dire. Oh, Non, ce que je veux dire, c'est ça. Le fait de dire, nous, on a le droit de remettre en question un accord. Parce qu'un accord, c'est quelque chose, pour les gens normaux, un accord, c'est un accord. C'est ce que je reproche pas mal de gens. Ouais. Voilà. Donc, il y a ceux qui disent, il faut bien qu'il y ait quelqu'un tout en haut qui puisse remettre en question l'accord. Voilà, oui, c'est un accord. C'est-à-dire que, par exemple, le président de la République, par exemple, il a le droit de faire quoi en France? Il a le droit de faire quoi, le République? Qu'il remette en question ce qui a été oui, il peut remettre en question certaines choses, mais il faut qu'il consulte, ça dépend, qu'est-ce qu'il remet en question. Mais non, il y a un cas précis où le président de la République peut remettre en question un jugement. C'est la grâce. La grâce. Oui, il peut faire grâce. La grâce présidentielle. Oui. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est... Non, il ne remet pas en cause le jugement, il ne remet pas en cause. Non, mais... Il gracie seulement, la peine est graciée, voilà. Mais elle reste inscrite, la personne est considérée comme coupable. D'accord. Et s'il y a des interdictions, elles peuvent continuer à s'appliquer. Oui. Néanmoins, d'accord, vous avez raison, mais enfin, néanmoins, ça veut dire qu'il peut corriger le tir quelque part. Hein. Il peut corriger le tir. Oui, comme avec la femme qui a tué son mari, qui avait été violée ou je sais pas, agressée, tout ça, et il a eu partiellement gracié, je crois. Et l'article 16, par exemple, de la Constitution. L'article 16, c'est vraiment... Ça permet de suspendre le fonctionnement normal. Oui, de suspendre le fonctionnement pendant un certain temps. Donc, est-ce que vous pensez qu'il est normal que, par exemple, il est même normal que, par exemple, si quelqu'un a fait une promesse de campagne, qu'il puisse la reconsidérer? Parce qu'il dit ça ici, ils le font souvent, ils le reconsidèrent souvent. Non mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean-Paul?
est-ce que vous seriez plutôt du genre... Alors, tout à l'heure, oui, ça a faut pas été... trop le faire, faut pas trop le faire. Même Trump, là, le problème avec ce qu'il a fait, même si on est d'accord avec ce qu'il a fait, moi je me prononce pas, mais bon, le problème c'est que ça la fout mal parce qu'il remet la parole des États-Unis en question et au moment où il va faire un autre accord avec la Corée du Nord, qui ne sont pas des gens, Oui. voilà, il pourrait très bien dire et l'accord qu'on va faire, il va durer combien de temps? Oui. Est-ce que demain vous allez avoir Oui. Johnny, je sais pas quoi, Oui. qui va prendre la place et il va dire non, on n'est pas d'accord, on remet tout en cause. Oui. Donc ça affaiblit la parole quand même. Il faut éviter de le faire. Bon là, il le fait parce que vraiment les Israéliens en plus, qui sont très influents, lui qui est très proche d'eux, parce que sa fille est juive, mariée avec un Israélien, je crois avec un juif très important, il a toujours été dans ce sens et tout, mais c'est vrai, il ne faut pas le faire trop souvent ça, parce que après, après votre parole elle a plus d'importance. Oui, mais enfin, cher ami, je signale quand même que dans tous les domaines, comme dans le domaine scientifique, les scientifiques peuvent changer leur théorie. Ah, c'est pas pareil. Mais si, non, mais c'est le principe elle-même. On pourrait dire à ce moment-là, quelqu'un dirait, ben oui, si la science évolue, on peut pas donner du crédit à la science. La science, c'est-à-dire que la science, on a fait des théories, ça marche de telle manière, mais des fois on remet en cause des choses parce qu'on a découvert des nouvelles choses. Donc ça, c'est la vérité qui s'impose parce qu'on n'avait pas avant, on n'avait pas compris de cette manière parce que voilà, on n'était pas au niveau. Et là, c'est nouveau, mais là, ça s'impose, c'est des lois physiques. Bon, dans les accords, c'est la parole. Si moi je vous loue pendant 3 ans un appartement et puis au bout de 1 an et demi, je vous dis ah bah non, je vais mettre ma soeur là parce que faut dégager dans une semaine. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de. Alors dans ce cas-là, on comprend pourquoi il agit comme ça parce on comprend, mais il faut pas faire trop souvent parce que sinon ça déstabilise la politique avec les. Oui, gens. alors excusez-moi, Jean-Paul, votre différence entre la parole politique, la parole scientifique, etc. Moi, ça passe pas. Parce que c'est la même structure mentale. Parce que vous dites, il y a des nouvelles théories. Les accords, ça tombe sur des conventions qu'on a, tandis que la science, ce sont des nécessités. Pas pareil. Bon, vous avez par exemple Michel Onfray, par exemple. Ouais. Michel Onfray, je sais pas, il n'arrête pas de répéter que c'est un scandale qu'on n'ait pas respecté le référendum sur Maastricht, ou que c'est un scandale que Mitterrand, au bout de 2 ans, il ait changé de politique alors que ce n'était pas prévu, etc., etc. Donc, je veux dire qu'au niveau populaire, finalement... c'est sûr que quand vous faites des promesses, il faut mieux les tenir. Par exemple, là, Macron, il a fait la promesse de supprimer la taxe d'habitation, mais j'ai cru comprendre que ça devait être fait tout de suite, là, et puis finalement, ça va être finalisé en 2021, donc ça fait 20, on va payer peut-être encore 300 ou 400 euros, parce que moi, j'ai pas une très grande surface, mais vous, qui avez une grande surface, vous qui êtes tous les deux, vous allez payer sûrement plus. Non, mais là, je vous prends... ça devient intéressant, parce que là, comme on dit, ça revient au galop. C'est effectivement, vous vous rendez bien compte que votre point de vue, il est conditionné de façon innée, à mon avis. C'est-à-dire que vous pensez que c'est une évidence qu'il faut procéder comme ça. C'est une sorte d'évidence. J'ai pas dit qu'il avait tort de remettre en cause, parce que là, c'est particulier, vraiment, on comprend pourquoi il le fait, mais il faut pas... en principe, la parole donnée, c'est important. Non, mais c'est important. Dans tous les domaines, d'ailleurs. Attendez, excusez-moi. Attendez, on va se calmer, excusez-moi. Calmons-nous un petit peu. Ne jouons pas à Valentin. Pour l'esclave, celui qui est en dessous, la parole donnée est absolue. Ce que dit le maître, il faut qu'il s'y tienne. Oui, c'est normal, parce qu'il a besoin du maître dans votre optique. Donc il y a un film qui va sortir dans quelques jours, qui s'appelle En guerre, avec Vincent Lindon. Alors voilà cette discussion entre les ouvriers et le chef d'entreprise. Vous avez dit ça, donc ils ne remettent pas en question le maître, mais ils disent que le maître, il faut qu'il fasse ce qu'il a dit. Ouais. Donc ils reconnaissent que le maître a le droit d'avoir le pouvoir, mais il faut qu'il s'en tienne à ce qu'il a dit. Bon. Mais du point de vue du maître, c'est pas du tout la même chose. Le maître, lui, s'il peut... S'il est le maître, c'est vraiment pour pouvoir remettre tout en cause. Voilà. C'est ça. On est d'accord. Donc, non, mais là, c'est parce que c'est vraiment une approche vraiment entre maître et esclave très radicale. Mais est-ce que c'est une relation entre ouvrier et patron ou vraiment entre maître et esclave? Oui, il y a un peu de ça, mais il y a un peu d'autre chose aussi. Oui, mais enfin, c'est radical. Les gens d'en bas, ils veulent que les choses soient bien établies. Parce que c'est quand même... les gens qui se tournent, ils vont souvent pas être d'accord, peut-être que ça va vous décrocher. Je ne parle pas ni d'antisémitisme, ni de... Pourquoi pas, c'est le principe des cafés filous. Non, j'ai évité les problèmes, mais après, si vous voulez dire... Oui, continuez, allez-y, oui. Donc,
je veux dire par là que là, on est dans des systèmes parce que finalement, c'est un problème de classe, si vous voulez. C'est pas un problème individuel. Comme vous dit tout à l'heure, on peut être individu, mais on se retrouve dans une classe, dans un groupe. Bon. Effectivement, à un moment donné, les gens qui ont la même mentalité se retrouvent, et pour eux, c'est une évidence. Qui se ressemblent, ça semble. Voilà, c'est une évidence que c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, Parce que, voilà, c'est dans leur schéma mental, c'est dans leur logiciel. Dans leur logiciel, il faut que les choses soient comme ça. Et, bon, alors maintenant, si... Et Aude qui filme. Mais Aude, elle ne dit rien. Ah. J'ai le numéro de Blondin aussi. Hein. Ouais. À tout à l'heure, alors. Non, ça c'est des incidents. Incident de parcours. C'est le direct. Ça fait partie du direct. Ouais. Comme dirait Bon. Ça y est, Donc, voilà, enfin, c'est ça finalement. Alors moi je préfère employer, vous savez, alors je voudrais qu'on pourquoi est-ce que moi je préfère employer le mot, je trouve que le mot esclave n'est pas un bon mot. Qu'est-ce que vous pourriez remplacer entre maître et esclave? Quel est le mot que vous préféreriez que esclave? Et pour quelle raison? Entre voilà, entre maître et esclave, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mentor, gourou, disciple. Non, dans l'autre sens. Ah oui. Pour esclave, disciple. Roi et citoyen, vous voyez, c'est autre chose. Alors, le maître quel est l'inconvénient du mot esclave? Le mot esclave, c'est ça, c'est que l'inconvénient du mot esclave, c'est que à l'origine, les esclaves, ce sont des personnes qui ne peuvent pas se diriger elles-mêmes. D'ailleurs, j'ai un livre de saint Thomas d'Aquin, qui traite et qui parle de ça. Vous n'avez pas votre fameuse grammaire là avec vous? Non, elle est en PDF. Ah, je ne l'ai pas en livre. Mais je l'ai sur un... Il faudrait que vous la montriez. Oui, je vais la passer à Valentin, mais il ne vient pas là. Et donc, ils disent bien qu'il y a des gens qui sont adultes d'âge, mais qui de mentalité, enfin ils restent enfants. Et en fait c'est ça dans l'ancien régime, et même avant, sous la on parlait des serfs. Oui, les serfs, mais les serfs c'est un petit peu les Slaves du Moyen-Âge, mais revus à la mode chrétienne, à la mode catholique. C'est pas ça qui m'intéresse, on a déjà discuté. Est-ce que vous savez ce que c'est que la morphosémantique? C'est la forme des non, la morphosémantique, c'est quand les mots ouais. qui ont le même sens ont la même apparence. Par exemple, comme bière et bière, non? Par exemple, si je vous dis... La bière et la bière? Non, ça c'est des homonymes. Ah oui, oui. Non, même sens. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous dis, par exemple, la fin et finir. Des dérivés comme ça. Ah oui, d'accord, des paralogismes. Alors. Non, c'est des choses qui se dérivent. Paronyme, c'est non, bon, on peut ça comme vous voulez. Ouais. Ça dérive, c'est étymologique. C'est des dérivés. Bon. Alors, quand vous avez des dérivés, ça vous permet de passer d'un mot à un autre, en sachant que... Le juste, c'est la justice. Puisque les mots... Oui, voilà, ouais. Si les mots se ressemblent, c'est qu'ils ont le même sens. En gros. Oui, voilà. Voilà. Oui. Bon. Dans une langue, alors en français, par exemple, quand on prend le mot esclave, le problème du mot esclave, c'est qu'il est tout seul. Ah oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de verbe par rapport à esclave. Si vous remplacez, alors prenez un autre mot qui serait plus riche au niveau des dérivés que esclave. C'est comme pour le mot travail d'ailleurs. Sert et asservir. Salarié. Non, par exemple, servir. Serviteur. Le serviteur. Ouais, serviteur. Pourquoi le serviteur c'est plus intéressant que le mot esclave? Parce que ça a une connotation un peu moins péjorative. Non, parce qu'il y a des dérivés. Parce qu'il y a des dérivés, d'accord. Il y a le verbe, il y a servir, se servir, etc. Donc ça, il y a une ampleur, il y a un champ morphosémantique qui est beaucoup, infiniment plus large que le mot esclave. Et vous, une fois vous parliez d'esclaves et après vous avez parlé des machines et robots, en fait ça veut dire esclave Non, ça veut dire travail, non. En tchèque, ça veut dire... En tchèque, ouais. Ça veut dire travailler. Travailler? Oui, rabota. J'ai vu là, ils ont parlé de... Non, en russe, la racine slave, c'est le cas de le dire. Et entre parenthèses, c'est avec l'origine du mot esclave, ça vient des Slaves. Ouais, il y a plusieurs, mais... C'était les Slaves qui étaient esclaves. Ouais, on est le premier esclave, c'est des Slaves. Oui. Mais non, rabot, c'est un mot typiquement russe qui veut dire travailler. Bon, peu importe. Bon, donc effectivement, il vaut mieux parler de servant, serveur, serviteur que d'esclave. Parce que, de même que pour le mot travail, par exemple, c'est pareil. Travail, c'est un mot isolé. On peut dire travailler. Non, être travailleur. Oui, mais malgré tout, il est moins riche que d'autres mots. Bon, enfin, on pourrait continuer.
Voilà, il faut. Alors justement, c'est la supériorité du français sur l'anglais, c'est qu'en français, il y a une morphosémantique beaucoup plus structurée, alors qu'en anglais, on a complètement des sauts. Alors vous avez, par exemple, prenons le mot parliament. Ouais. Vous savez que ça existe en anglais, Ouais. le parlement. Mais ils n'ont pas le verbe. D'accord. Ils connaissent le mot parliament, mais ils n'ont pas le verbe parler. Ça tient pas debout. Explique, c'est pas parler. Oui, mais c'est pas parler, c'est pas le même mot. C'est pas la même nouvelle. Enfin, vous êtes idiot Oui, ou quoi? mais- Bien sûr qu'ils ont un autre mot, mais si on parle de morphosémantique. Oui, ils n'ont Morphosémantique, pas- ils n'ont pas le mot qui va avec parler, parliament. D'accord. C'est ça le défaut. Alors qu'est-ce que ça change? Quelle est la entre une langue qui a un morphosémantisme cohérent et riche et structuré, et une langue qui ne l'a pas? Qu'est-ce que ça fait comme différence? C'est plus, on peut mieux exprimer des idées, non? Non, C'est facile d'exprimer plus de. non, c'est qu'on ne peut pas travailler au niveau de l'écrit. On travaille Qu'est-ce qui permet de savoir, par exemple, que deux mots qui sont des synonymes, par exemple? C'est le contraire. Les synonymes, c'est des mots qui ne se ressemblent pas, mais qui ont le même sens. Mhm. Et comment vous pouvez savoir que deux mots sont synonymes? Comment pouvez-vous? C'est pas en regardant les mots que vous savez qui veut dire la même chose. Il faut connaître le sens. Hein. Et comment vous pouvez connaître le sens? En définition. Il faut qu'on vous le dise. Oui, il faut l'apprendre. Hein. Non, mais justement, alors que dans le quand le champ morphosémantique est cohérent, vous pouvez trouver par vous-même. Ouais, c'est plus facile. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dit au-dessus, attention, tu sais, ça c'est pareil que ça. Donc vous dépendez plus de la tradition orale, de ce que les gens disent. Vous êtes moins autonome sur le plan intellectuel, puisque vous dépendez, il faut qu'on vous dise que ces deux mots qui ne se ressemblent pas, c'est pareil. Mais je veux dire, ça crée une autre mentalité. Bon, on va arrêter pour l'instant.